en plus de Marius et Koban, on a la chance d'avoir Vincent pour qu'on puisse analyser un petit peu le marché. Il y a eu tellement de faux départs de toute façon depuis février-mars dernier. Finalement, il y a eu que des faux départs. Finalement, j'ai l'impression que comme le marché est en général contrarien, il s'amuse un peu, en tout cas en début, à jouer avec tout ce qu'on attend. Enfin, tous ceux qui creusent un peu le sujet, qui savent que statistiquement, boum, là, on devrait attendre quelque chose. Je pense que le marché s'amuse en tout cas en début de période attendue, à se faire un peu peur. J'avais justement une question pour toi, Vincent. Je me disais, est-ce que j'en voyais certains qui se disaient, est-ce qu'on va poser des ordres un peu bas en cas d'aggravation du conflit? Un peu type ce qui s'est passé pendant le Covid, une grosse mèche. Alors, jusqu'au 3K, j'y crois plus trop, mais est-ce que tu as des supports ou des endroits où ça pourrait être intéressant de poser des ordres? Alors, c'est hyper intéressant ta question parce que finalement, on a l'impression que ce que fait Bitcoin, là, il l'a jamais fait. Cette espèce de... Mais en fait, il l'a déjà fait. Rappelez-vous, en 2019, on a fait le bottom, donc à 3000 $, la fin du bear market 2018-2019, et on a fait un premier pump à 13K, avant ensuite de glisser puis d'avoir la crise Covid. Ce pump entre les 3K et les 13K, c'était en soi hyper excessif. On était parti pour, là aussi, revoir la TH bien avant le halving. Finalement, ça s'arrêtait à 13K. Et il y a eu comme ça une phase descendante d'environ 6-7 mois. Donc finalement, on est exactement. Et j'ai comparé la structure graphique de ce que fait Bitcoin depuis mars à ce qu'il avait fait à l'époque entre les 13K et le retour à 8-9K. Ça ressemble. Et puis ensuite, il y a des espèces d'énormes drops qui était là le flash crash Covid, parce qu'on avait appuyé sur off pour l'économie mondiale, quoi. Donc, revivre un flash crash comme on a eu pour le Covid, il faut forcément une news énorme. Il faut quelque chose de gros, quoi. Je sais pas, l'Iran déclare la guerre à Israël. Je sais pas, voilà, factuellement, officiellement, genre une déclaration de guerre ou. C'est possible. Alors après, la question, est-ce que j'y crois? Bon, moi, j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie que ça arrive. Après, y croire, ça veut pas forcément dire qu'on est sûr que ça va arriver. C'est une des possibilités. Mais franchement, non, je vois pas ce qui pourrait créer le même flash crash que la crise Covid. Parce que là, l'or, pour le moment, performe. Enfin, là, on a quasi atteint l'ATH de l'or, là, il y a quelques jours, quelques semaines, il me semble. L'or, je l'ai regardé en détail il y a 24 heures. Il est complètement topiche. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'or, il y a aussi des gros cycles. Et je regardais le cycle haussier que l'or a fait entre 1999 et 2011. Ça avait commencé à être en surachat vers 2006-2007, le truc avait continué. Là, on est en surachat massif sur le gold, sur les indicateurs de momentum, il n'y a pas encore de divergence. Mais 2700 $, c'est vraiment, en plus, c'est une cible, c'est une extension de Fibo. Et les 2000, donc c'est une extension de Fibo, c'est un objectif important. Je pense quand même que l'or, à un moment ou à un autre, ça va, à la moindre bonne nouvelle géopolitique, franchement, moi je suis persuadé, même pas forcément la paix mondiale, un accord de paix, tout va bien, mais juste dès qu'on a une information d'un apaisement avéré, je pense que l'or il fait -5 et BTC +5. Donc, je vois vraiment les choses comme ça, il y a un arbitrage. Est-ce que justement la hausse de l'or n'est pas témoin du mauvais contexte économique, l'affaiblissement des politiques monétaires, qui ont de moins en moins d'impact? En fait, l'or, il y a plein de facteurs qui le drive, l'or. Il y a déjà l'or, il est en tendance haussière depuis 2015-2016. Hein. Donc, il avait fait une petite pause, il a cassé son ATH en début d'année. Mais il y a énormément de choses qui le portent. Et le facteur incertitude, alors incertitude politique, incertitude géopolitique, ouais, ça c'est un des facteurs de soutien, mais finalement, c'était pas le plus fort des dernières années. C'était surtout je regardais un peu les chiffres, c'était la consommation en joaillerie en Chine. Bon, là, ça se calme un peu. Et c'était surtout les achats des banques centrales. Alors, effectivement, on peut se dire que les achats des banques centrales sont drivés par l'incertitude et la défiance vis-à-vis des monnaies fiat, des choses comme ça, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait Stenzord sur Twitch qui disait à quoi est dû le rebond sur le DXY. Est-ce que c'est Jérôme Powell qui calme les attentes des investisseurs sur les baisses des taux? Il y a deux choses, en fait. Il y a déjà ça rebond technique, parce que le marché était sur un gros support, il y avait des divergences partout, que c'était baissier depuis le début de l'été. Donc, c'est des rachats de short, déjà. Et ces rachats de short, ils ont été déclenchés par, quelques bonnes stats américaines sur l'emploi. Là, il y en a eu pas mal cette semaine. Et puis Powell qui a un peu douché tout le monde en début de semaine en disant, voilà, les baisses par 50 points de base, vous les oubliez, ce sera 2 fois 25 d'ici la fin de l'année. Donc, je pense, il y a tout ça qui joue. Et en plus, tu le disais à l'instant, le
là, l'aspect refuge quand on commence à se faire un peu peur en géopolitique, quoi. Et donc pour toi, Vincent, on aura vraiment on dit en crypto, on a d'abord Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite les plus petites cryptos. Et donc pour toi, on a une première étape, c'est vraiment l'or. Et on aura ce flux de l'or vers Bitcoin qui arrivera un moment. En tout cas, ça va jouer, quoi. Mais en fait, la chose, c'est que pour les alts, il y a eu le faux départ de début d'année, où on pense que c'était vraiment sur la plupart des jetons, on pensait que c'était du bear market, alors qu'en fait, c'était une vague 4, quoi. C'était depuis le bear market sur la plupart des alts, il y avait eu premier drop, une deuxième, on a fait une grande 3, et donc il y a eu ce rebond, alors pas sur toutes les alts, mais sur la plupart des alts, ce rebond, c'était une 4, et certains jetons ont fait de nouveaux plus bas, d'autres non, sont vraiment partis. Donc, moi, je pense que 99% des investisseurs particuliers sont persuadés qu'on n'ira jamais à 100K, qu'on ne les verra jamais, sont persuadés, parce qu'ils prennent le graphique de long terme de Bitcoin, éventuellement certains se mettent en échelle logarithmique s'ils connaissent, ils voient qu'on a fait un nouveau plus haut marginal en mars dernier, ils se disent, bon bah voilà, je vois bien comment c'est Bitcoin depuis 2010, à chaque fois on fait des nouveaux plus hauts, mais c'est de moins en moins haut, du coup ça y est, c'est fini, c'est fait. Et bon, derrière, ils savent pas toute la partie temporelle, etc. Et le fait qu'en fait c'était une anomalie de l'avoir fait avant l'ATH, avant le halving. Vous pensez encore qu'on sera sur un marché cyclique dans 2 ans, 3 ans, quand les instituts seront là? Est-ce que les instituts seront comme les particuliers, ils achèteront, ils vendront aussi vite que ça, uniquement pour, entre guillemets, faire des profits? Ou est-ce qu'ils ont quand même une stratégie un peu plus long-termiste? Alors, Ah, pour moi, c'est plus ça vous long-termiste. embouche un coin. Ouais. Pour moi, c'est plus long-termiste. C'est vrai que j'avais posé la question la semaine dernière sur quelles sont les raisons en fait qui conduisent des sociétés comme MicroStrategy à accumuler du Bitcoin et à BlackRock à prendre ce genre de décision et à s'engager autant dans BTC. BlackRock a relancé une campagne de promotion il y a à peine quelques jours et on a vu d'ailleurs les inflows qui sont arrivés en conséquence. Donc, je pense qu'ils ont une stratégie plus long terme et je pense qu'ils sont prêts à soutenir le Bitcoin de manière assez agressive parce que ils engageraient quand même leur image dans le fait que ce soit un échec. Donc, oui, je pense qu'ils ont quand même une vision très optimiste pour Bitcoin. Alors, je parle pas forcément d'objectifs de prix à 1 million ou des choses de ce genre-là, mais je pense que le réseau et l'adoption du Bitcoin, je pense qu'ils misent beaucoup là-dessus et j'espère que l'avenir leur donnera raison. Je crois également, comme eux, en l'avenir du Bitcoin. Donc, oui, je pense qu'ils ont une vision stratégique long terme. C'est l'important d'avoir un plan un peu déjà prédéfini en avance avec des targets. Alors le plan ne veut pas dire qu'il ne va pas changer en cours de route, mais au moins qu'il y a quelque chose un peu de prédéfini. Toi, j'imagine que tu as des targets de prix sur tes alts ou autres déjà un peu en tête. J'ai des targets partout. Je regarde tellement, enfin tous ici, on regarde plein de facteurs. On essaye de voir au niveau du temps, du prix. On a tous des attentes, etc. et tout. Maintenant, voilà, parfois je me dis, tu vois, c'était marrant parce que ce matin, là, du coup, mon téléphone me lâche à 9h du matin et j'ai mis 2 heures, 2h30 j'avais accès à rien, alors que moi, en général, toutes les 5 minutes, je regarde l'action des prix, quoi. Et en fait, je me dis, putain, en fait, ça fait juste un bien fou, quoi. Depuis 3 heures, j'ai pas regardé l'actualité, j'ai pas regardé le prix des cryptos. Et en fait, du coup, je me sens hyper bien. Et qu'est-ce que ça aurait changé si depuis 3 heures, j'avais regardé toutes les 5 minutes, je me serais fatigué pour rien. C'est vraiment même si on a une méthodologie, des objectifs, etc., je pense qu'il faut, voilà, c'est établi, on est dans le marché et maintenant, il y a qu'à laisser faire. Et puis attendre, de toute façon, ce n'est qu'une question de patience, quoi. Déjà Bitcoin. Et quand Bitcoin aura cassé son ATH, je ne sais pas quand, probablement pas en octobre. En novembre, c'est possible si les républicains passent. Peut-être un peu plus tard, en décembre, janvier, quels que soient les cas de figure politiques aux US. Je pense que quand on aura ça, là, peut-être qu'on pourra se dire, bon, alors maintenant, je regarde mes alts, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors là? Est-ce que je tiens? Etc. Mais déjà, laissons Bitcoin s'exprimer, quoi. Ok. Et d'ailleurs, on revient sur les alts. Alors, c'est quoi les alts que tu suis, toi, en ce moment? Il y en a, tu as déjà les fortes tendances. Alors déjà, je parlais tout à l'heure des meme coins, c'était même pas une blague, hein, j'en ai. Et mon idée, c'est pas j'ai pas fait all-in, je suis pas là en mode je vais faire x50. Enfin, alors, je suis comme tout le monde, mais j'espère le x10. Hein, je vais pas alors, mon PP, elle est déjà bien partie, mais tu prends du Baume, tu prends du Bonk,
Même WIF, elle est pas mal. Tu te dis, bon, c'est des jetons, voilà. On espère tous le x10 là-dessus en courant 2025. Donc, oui, clairement, je vais espérer du x10 sur la petite Bobby, par exemple. Why not? Après, il y a des dossiers. Moi, j'aime bien à la fois avoir des dossiers en tendance haussière. Alors, je parle d'une tendance haussière saine sur le plan technique. Hein. C'est-à-dire que souvent, il y a le jeton qui est fort en USD, qui a validé une pattern de renversement haussier, et le jeton est fort aussi face au BTC. Puis après, il y a les jetons techniquement qui sont encore tout en bas, sur leur plus bas. Ça reste des tendances baissières, mais ça commence un peu à diverger. Et on se dit que ça peut faire une remontada, ne serait-ce que par un principe de flux. Et je regardais par exemple Sushib, j'en parlais il y a 2-3 semaines, quand elle était juste sur son plus bas historique, il y a eu un rebond. Bon, là, ça retombe. Mais quand tu vois le parcours d'AAV, même si AAV n'est chi, tu te dis que voilà, ces 12 prochains mois, les banques centrales vont encore baisser leurs taux. On sait très bien qu'il y a un arbitrage favorable lorsque les taux de la finance traditionnelle baissent, il y a des flux qui vont vers la DeFi. Lorsque BTC va repartir, AAV ira encore beaucoup plus haut et il y aura un effet d'entraînement. Et si on cherche un jeton qui est encore tout en bas, mental, je ne le connais pas et a priori, il n'est pas top, mais qui techniquement a un potentiel de faire x3, je mets par exemple la petite Sushi en retrace. Après, dans les jetons forts, tu as NIR, tu as FET, tu as Tao, tu as Sui. Enfin, voilà, c'est parce que ça, elles sont techniquement fortes, quoi. Je voulais te demander, Vincent, ça a été rapidement mentionné dans le chat. Qu'est-ce que tu penses du flippening Ethereum sur Bitcoin? Donc, j'ai fait quelques calculs pour préparer la question. Pour qu'il y ait un flippening, il faudrait que ETH-BTC revienne à 0,2. 0,2 0,2, ouais. On est à combien? On est à 0,0 quelque chose, là? Là, ouais, on est en dessous de 0,04. Ah, moi, là, le truc, c'est que là-dessus, je vais pas. Sur ETH-BTC, ça fait tellement de temps, en fait, que je pense qu'il va se passer un truc. Il y a eu plein de faux départs. Ça n'arrête pas de glisser. Donc, et en fait, c'est marrant. Enfin, marrant. Je pense que ce sont des cycles encore plus longs que le cycle crypto. Et si tu prends la fin du précédent bear market sur ETH-BTC, c'était en 2019. Et à l'époque, c'était pareil. Une glissade qui ne finissait pas. Et là, en fait, on va faire la même chose. Ça a vraiment juste simplement l'efficacité du système Ishimoku. Je ne suis pas un fou furieux de l'Ishimoku, hein, mais je l'intègre parce que, en tout cas, sur les horizons de temps longs, tu prends ici tout le cycle baissier que le marché avait fait entre 2018 et 2019. On avait fait le double bottom, on est passé en bull market, le signal a été donné, regarde, lorsqu'ici on était sorti par l'eau du Kumo, hein, c'est archi propre. On est passé en bull market, on est entré en bear market lorsqu'on est repassé sous le nuage, et là si tu regardes, ici il y avait une tentative au moment des ETF, ETH, on pensait que c'était la bonne, regarde sous quoi on a bloqué. Encore le Kumo. Donc voilà, mais moi ce que je pense c'est que tu vois cette trendline, tu vois le machin, je pense que par ici, dans cette zone-là, autour de 50% de retracement du précédent bull market, on va nous refaire une pattern de cette nature-là. Le Kumo va se mettre là et on le franchira quelque part là au T1 2025 et on remontera à 0,08. Et par curiosité, là, je change du sujet ETH-BTC, mais il faut combien pour que de l'analyse technique soit fiable, tu as besoin de combien un peu de backlog, entre guillemets? Combien de temps il faut en historique? Bah, après, ça dépend un peu de l'horizon de temps. Moi, j'ai un pote avec qui j'échange beaucoup là sur WhatsApp, des stratégies. Mais et souvent, il me dit ouais, Vincent, il y a un signal d'achat, un dépassement de résistance, ça pump, ça dump et tout. Moi, je regarde mon truc, je suis en daily, je vois rien. Je suis en H4, je vois rien. Et en fait, lui, il me parle d'un truc en 5 minutes, en 10 minutes, parce qu'il fait plein de trading, il traite des paires en. Voilà. Donc, en fait, lui, limite, le daily, le weekly, il ne le regarde jamais. Et donc, il fait ses petits machins en intraday, il n'a pas besoin de beaucoup d'historique. Mais lorsqu'on se projette pour tenir un jeton plusieurs mois, tu es obligé d'être sur des horizons de temps qui sont au minimum le daily, voire du weekly. Et là, si tu as uniquement un mois de daily, tu ne peux pas en tirer grand-chose, quoi. Donc forcément, je dirais qu'il faut au moins 2-3 mois pour commencer à faire quelque chose. Ok. Moi, je te posais la question parce qu'il y a eu le lancement du jeton Eigenlayer récemment. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Donc sur le restaking, une tendance qui permet de restaker tes jetons qui sont stakés. Et donc le projet est valorisé à près de 7 milliards de dollars.
Là, il a été lancé. Enfin, le token est transférable donc depuis le 1er octobre, heure française. Et donc, on a que 2-3 jours d'historique de training, mais je me demandais si tu avais un peu de... 2-3 jours. Si ça suffit pour avoir déjà, au moins savoir où sont un peu les liquidités, peut-être, ce genre de choses-là. Après, tu peux regarder, dans ces cas-là, ton 2-3 jours d'historique, tu le décomposes en bougie 5 minutes, en bougie 15 minutes, mais enfin, déjà qu'il peut y avoir des pièges techniques en fait pour moi, c'est vraiment trop tôt, quoi. Ça permet pas de. Il y a rien, quoi. Limite, il faut d'abord une première impulsion de quelques semaines. Et là, on commence à se dire, OK, j'ai eu une impulsion, j'ai quelques bougies weekly, quelques bougies daily. Ça commence à retracer. Déjà, je peux commencer à mettre un premier ratio de retracement pour avoir un point d'entrée. Là, le truc, c'est qu'on a 2-3 jours, on est encore plus ou moins tout en bas. Enfin, en fait, on peut pas en tirer grand-chose. Enfin, je pense que là, le graphique n'apportera pas grand-chose, quoi. Alors après, si les données sont disponibles, déjà comment les liquidités en fonction des niveaux de prix, d'accord, mais je pense que c'est trop juste. Ok, là, je demandais ça. Ça paraît trop. Techniquement parlant, il n'y aura pas grand-chose à en tirer. Un autre exemple flagrant, tu vois, c'est Sui. Je sais plus, il y a 2-3 jours, il y a eu un gros unlock, je crois que c'était 150 millions de tokens, 2,5% des tokens, et le prix a augmenté, quoi. Après, tu en as aussi pas mal qui vont parier sur la baisse du cours du jeton parce que justement, il y a un gros unlock et donc ils pensent que les investisseurs vont vendre en masse. Et puis après, il y a peut-être des investisseurs qui justement jouent sur ça et puis parient en longue et en rachètent, etc. Bon, il y a tout un système après là-dessus. Mais d'ailleurs, toi, Vincent, tu ne regardes pas trop les tokens unlock, etc. pour ajuster un peu tes analyses basées là-dessus? Non, je regarde. Désolé, il y a un bruit de perceuse, c'est les travaux. Je regarde la market cap un peu pour voir s'il y a des évolutions, des choses comme ça, mais plus sur des temps longs. Donc, non, tu vois, typiquement là sur Switch, j'avais pas regardé ça, mais par contre, ce que tu viens de décrire, ouais, ça peut être un comportement possible. Effectivement, si tout le monde, tu as des nouveaux jetons qui arrivent, voilà, bon, ça peut créer tu peux chercher derrière, une partie des investisseurs peuvent chercher à créer un short squeeze. Enfin bon, ça, c'est de tu peux avoir des comportements effectivement comme ça qui fait que le jeton a pu monter. Mais Sui, il est bien orienté techniquement, il est solide. Après, voilà. Là-dessus, derrière, c'est quoi les fondamentaux, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les profits. Voilà. Pour le moment, les profits de Sui, je ne suis pas certain qu'ils génèrent des profits pour le moment. Mais ils ont levé des milliards, je crois, peut-être même. Donc, ils ont une bonne trésorerie pour essayer d'attirer des utilisateurs, des développeurs, etc. Ils misent pas mal sur le gaming. On en avait parlé la semaine dernière. Et d'ailleurs, il y a Johan qui a sorti une vidéo sur la chaîne YouTube qui explique un peu ce que c'est que Sui en 6 minutes, je crois. Donc, si jamais vous voulez creuser un petit peu, vous avez cette vidéo-là qui est disponible sur la chaîne. J'ai vu passer une petite question pour toi, Vincent. Je crois que c'était « Qu'est-ce que tu penses de Solana ?» Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu suis un peu Solana? Parce que ça a quand même ultra bien performé ces derniers temps. Ce que j'en pense de Solana, c'est qu'il fallait l'acheter il y a 1 an, quoi. Ouais, facile. C'est tout en bas, il y avait des divergences haussières, etc. Et tout. Après, effectivement, elle est revenue tout en haut. Non, mais ce que j'en pense, c'est qu'il y a encore du potentiel. Parce que déjà, la tendance, elle est hyper classique. C'est comme Bitcoin. Hein. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Là, on fait une belle vague 4. Il y a même moins de pièges que sur Bitcoin. Il y a moins de volatilité que sur Bitcoin. On se fait moins peur, ça fait moins mal. Et puis, tu peux regarder ensuite derrière le ratio Sol Bitcoin ou même j'ai regardé le ratio Sol BNB. Et c'est des ratios qui sont bien orientés. Donc, le jeton est fort en USDT. Le jeton est fort d'un point de vue relatif. Alors après, l'actualité, est-ce qu'il y aura des ETF ou pas? Ça, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais ça va faire un nouvel ATH comme Bitcoin, quoi. Ouais, donc tu es plutôt, oui, de toute façon, tu penses que ça va suivre. Mais est-ce que ça va surperformer, à ton avis, Bitcoin, Ethereum? Une idée? Alors, il y a déjà eu de la surperformance. J'ai récemment regardé le cross Sol BNB et la pattern pour moi ressemble à une pattern de continuation. Donc je pense que ça fera mieux que BNB. Dans le prochain cycle haussier, enfin la reprise du cycle haussier, on sait très bien que Binance va faire un max de cash. Donc Binance sera aussi bullish. Donc si techniquement tu dis que Sol peut l'être encore davantage, il y aura de la surperformance.
Après, il faut regarder Sol, ETH, etc. Mais bon, lorsqu'il y aura un retournement de ETH BTC, est-ce que ETH fera mieux que Sol? Bah, c'est là où justement l'analyse technique du ratio sera importante à ce moment-là, quoi. Mais bon, de toute façon, après, ça va jouer sur pas grand-chose, ça va être vraiment du relatif, hein. Mais j'ai regardé justement cette semaine le ratio Sol BNB et je pense que ça va rester fort et relativement et fort en absolu et en relatif. Plutôt très bien surperformé. Ils ont surperformé Bitcoin et je parle pas d'Ethereum, effectivement. Ah bah ça, ouais. ETH, c'est vraiment, pour l'instant, c'est le perdant du cycle. C'est le perdant du cycle. C'était le mauvais cheval, mais ça va pas le rester éternellement, hein. Il y a quelques problématiques plus autour de, on en avait déjà parlé, autour de tout ce qui est génération justement de revenus, de frais, puisque Ethereum a pas mal perdu de revenus et de frais à cause, entre guillemets, de cette mise à jour qui a permis au Layer 2 de payer beaucoup moins de frais à Ethereum pour y inscrire ses transactions. Mais il y a certaines solutions qui sont en train d'être développées. Ça fait déjà presque 1h20 qu'on est en live. Est-ce que peut-être vous vouliez traiter de quelques actualités, les actualités marquantes pour vous, Vincent, si tu en as aussi, si tu suis un petit peu les actus crypto, et puis Marius, Coban. Et toi? Au niveau des actus, la semaine dernière, il y avait une actu intéressante avec la Chine qui s'apprêtait à injecter 1000 milliards de yuan, ce qui représente 142 milliards de dollars, pour soutenir les banques qui sont en difficulté. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, Vincent. Si ouais, le packaging de soutien annoncé par la Chine, il est juste massif. Après, ça va prendre du temps à fonctionner. Mais moi, ce qui m'a marqué dans toutes les mesures de soutien, au-delà des mesures monétaires, d'aide aux banques, etc., qui sont des mesures finalement de politique monétaire, la mesure qui m'a le plus marqué, ce sont les mesures de soutien au marché action. Est-ce que vous avez regardé depuis une semaine Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, c'est un truc de malade. Et pourquoi? Parce que dans le packaging de mesures annoncées par la Chine, il y a la création d'un fonds d'État pour acheter des actions, complètement ouf. Ça, c'est vraiment pour soutenir le consommateur chinois. Et il y a l'autorisation qui a été donnée aux entreprises de racheter leurs actions. Et par exemple, tu as toutes les entreprises cette semaine et la semaine dernière du secteur immobilier chinois, elles ont fait plus 40%. C'est pas parce que les investisseurs se sont dit ça y est, le secteur immobilier chinois est sauvé. C'est parce qu'il y a eu des rachats par les entreprises. Donc ouais, et quand tu dis que maintenant les autorités chinoises en sont à un point où elles ont décidé de soutenir artificiellement le marché action pour redonner confiance aux consommateurs chinois, je crois avoir vu des rumeurs comme quoi, je ne sais pas ce que j'ai entendu ça, mais que le positionnement des autorités chinoises pourrait changer vis-à-vis du Bitcoin et des cryptos. Bon, ça, je ne sais pas, mais ce serait super si ça pouvait changer. Il y a eu des rumeurs qui sont sorties, je crois que c'était la semaine dernière, un gestionnaire d'ETF, je crois que c'était Bitwise, qui avait entendu certaines rumeurs à propos de ça, mais rien d'encore de très clair. En tout cas, ce serait super, quoi. Franchement, ce serait tellement... Pour avoir quelque chose d'exceptionnel en 2025, il nous faut aller. Des banques centrales donc, qui continuent de baisser leur taux. On revient sur du taux 2,5. 2,5, c'est considéré comme le taux neutre. Voilà, donc on l'atteint tranquillement par palier. Deuxième condition, pas de récession. Troisième condition, une géopolitique sous contrôle. Si on ajoute ça en plus, imaginons que la Chine évolue sur son positionnement sur les cryptos, plus les ETF, enfin là, je veux dire, on va arriver à quelque chose où les cibles évoquées en début de vidéo peuvent devenir crédibles. Si on ne part pas en bull run avec tout ça, c'est qu'on ne partira plus jamais en bull run. Hein. C'est que c'est pas la peine. Mais oui, je pense, je ne sais pas à quel point ce serait possible d'avoir de l'hyperinflation en Chine, parce qu'ils contrôlent quand même un peu tout. Le marché n'est pas vraiment... il faut vraiment un crack pour qu'on ait autant d'inflation en Chine comparé aux États-Unis où c'est relativement libre, donc l'inflation se montre facilement. En fait, la Chine, là, maintenant, ils ont un problème plutôt même de déflation. Je pense qu'ils sont vraiment en panique. Ils sont vraiment en panique. Et le marché action chinois, d'ailleurs, c'était une opportunité technique cette année. Il était revenu. Le marché action chinois, il est en bear market depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses positives à attendre maintenant de la Chine parce qu'ils ont bien compris qu'ils ont besoin de faire de la croissance économique. Là, c'est un peu en danger. Ils n'ont pas encore rattrapé vraiment. Enfin, ils sont au niveau des États-Unis, mais eux, ils avaient l'espoir d'avoir ce différentiel de croissance encore plusieurs années.
Et là, ils se rendent compte que ça va être compliqué. Donc, je pense qu'ils vont mettre le paquet, et avec des choses favorables sur les marchés financiers, c'est que du positif pour nous. Mais c'est pas repousser le problème, tout ça? Parce que là, le rachat Alors après, d'actions, voilà, est-ce que ça etc., va fonctionner? Mais est-ce que ça Quand va même la fonctionner? monnaie fiat, hein. C'est tout le système fiat qui est un peu basé sur ça, sur on repousse le problème en imprimant un peu plus. En tout cas, pour nous, en termes d'évolution des prix, ça peut être que positif, quoi. Alors après, est-ce que ce sera vraiment... voilà. Et surtout niveau crypto, vu que la Chine fait partie des BRICS, il y a récemment la Russie qui a commencé à légiférer, enfin à mettre un contexte de loi officiel sur le minage de Bitcoin. Il y a récemment, comme disait Tim dans le chat, l'Argentine et Bukele qui se sont rencontrés, donc la vice-présidente de l'Argentine et Bukele qui se sont rencontrés et qui ont parlé de Bitcoin. Bitcoin au sein des pays des BRICS commence à faire pas mal de bruit. Et ça pourrait bénéficier aussi à la Chine, qui pourrait potentiellement être plus relax sur Bitcoin. Sachant que souvent, on dit que la Chine a banni le minage de Bitcoin en 2021. Ce qui est factuellement faux. Ce qu'ils ont banni, c'est le minage illégal, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de mineurs qui se branchaient illégalement au réseau et qui minaient comme ça. Et donc, ce qu'ils ont interdit, c'est ce qui était déjà illégal. Et au final, pendant ces dernières années, il y a toujours environ 15 à 20% du minage mondial qui est toujours en Chine et qui est opéré soit par, qui est aidé, autorisé par le gouvernement et par des entreprises sur place. Et notamment les plus grosses entreprises de production d'ASIC sont chinoises, elles sont en Chine. Donc la Chine n'est pas du tout hostile à Bitcoin, strict en mode on ne veut pas du tout de Bitcoin. Au contraire, ils s'en servent plutôt pas mal, autant dans l'industrie de l'énergie que dans l'industrie d'informatique. Et donc une adoption par la monnaie, je pense que ça n'arrivera pas, mais peut-être une législation plus clémente pour les investisseurs pourrait venir. Ouais. Par exemple, il y a les ETF chinois, ils sont basés à Hong Kong. Alors, Hong Kong, c'est un peu une zone économique particulière. Mais je ne suis pas sûr que les Chinois de la Chine continentale puissent investir sur les ETF chinois de Hong Kong au stade actuel. Je ne crois pas qu'ils aient cette possibilité, mais si ça devait évoluer, t'imagines derrière le marché, quoi. Je crois qu'il y a juste une limite justement qui est passée il y a quelques mois qui autorise les investisseurs professionnels et qualifiés chinois à investir sur des ETF hongkongais. Mais c'est très limité. Je me souviens plus de la somme exacte, mais c'est quelques milliards de dollars. Mais si ça devait changer pour redonner de l'épargne financière, parce que là c'est vraiment pas anodin. Les mesures de soutien à la hausse du marché action, c'est pour flouer les poches du consommateur chinois. Donc ça ce serait une news de malade. Une annonce de la Chine dans le prochain package de mesures, assouplissement des règles d'accès aux ETF crypto de Hong Kong. Le truc, on fait plus 20 sur la journée, quoi. Après, ils avaient justement... ils mettent ces limites-là, j'imagine, parce qu'ils ont peur que l'épargne des Chinois parte dans Bitcoin et qu'ensuite, ils quittent, entre guillemets, un peu le pays, quoi. Ils essayent de contrôler les capitaux des Chinois, c'est ça? Ouais, après, si ça reste à Hong Kong, ça va. Mais bon, enfin, tout ça, moi, je pense que c'est des choses qui permettent de garder l'espoir dans ce moteur qui ne commence pas très bien. Moi, je disais ça, en plus, je l'avais dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais je le disais un peu en rigolant comme ça, qu'un graphique, c'est bien beau, mais que face à un missile, ça vaut rien. Et je n'arrêtais pas de répéter ça. Et puis, boum, les 200 missiles iraniens mardi, vraiment le truc chiant, quoi. Hey, oiseau de mauvais augure. Pas de chance. Pour le coup, ouais. Mais bon, au final, je me dis, je vais être un peu vulgaire, mais on serre encore un peu les fesses. On se prend là toutes les mauvaises news qu'on peut prendre, possibles et imaginables. BTC, on casse les coups. À un moment ou à un autre, même là, tu vois, finalement, je trouve que il est plutôt résilient parce qu'il est toujours dans le même range qu'on connaît depuis 6 mois. Ouais, c'est vrai que moi, la première chose, quand je suis allé voir le cours après l'annonce, après le lancement de ce missile-là, je me suis dit, BTC a dû prendre ultra cher. Et au final, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, je trouve qu'il a plutôt bien résisté. Si on pouvait avoir une bonne nouvelle, je sais pas, moi, annonce d'un cessez-le-feu ou
je sais pas, une des parties qui décide de jouer l'apaisement, ça va exploser à la hausse. On espère, pour le BTC et aussi pour les populations qui sont là-bas. Ouais, pour tout le monde, aussi, ouais, bien sûr. Ok. Et, je vois dans le chat, il y a Al9000 qui dit que c'est pas parce que Bukele et la vice-présidente de l'Argentine se sont rencontrés qu'ils ont parlé de Bitcoin, mais si elle-même, après, a partagé aux journalistes que justement, elle avait, qu'ils avaient parlé de Bitcoin et elle a insisté sur le fait qu'elle-même était intéressée par le BTC. Donc il y a un article et des vidéos qui traînent sur un article sur le site et des vidéos qui traînent sur Twitter X. En tout cas, bon timing pour Binance qui débarque en Argentine à peu près au même moment, a priori. Hein. Bah, c'est que la politique de Milei qui instaure une sorte de concurrence libre des monnaies a l'air de plutôt bien marcher et donc les stablecoins et Bitcoin se développent pas mal en Argentine. Effectivement. De toute façon, l'Argentine, ça a toujours été un peu une terre de stablecoin et de crypto avec toutes les problématiques qu'ils ont eues autour de la stabilité de leur monnaie. Et, ah oui, il parlait des ATH en prenant en compte l'inflation. Donc oui, il faut prendre en compte, quand vous analysez vos cryptos, il faut aussi prendre en compte la capitalisation des crypto-monnaies. Par exemple, prenez Atom qui va à la CAF, si vous prenez sa capitalisation, c'est encore pire. Parce que le token lui-même a une inflation. Non, en fait, ce que tu veux dire, c'est que la capitalisation peut rester la même, mais le prix du token peut baisser. Parce qu'en fait, quand les gens vont staker du token, ils vont en gagner. Donc, je sais pas, sur un an, je démarre l'année avec 100, je finis l'année avec 120. La capitalisation boursière reste la même, mais le prix de mon token a perdu 20%. Parce que j'ai été dilué avec les nouveaux tokens en rentrant. Ouais. Et aussi en prenant en compte l'inflation du dollar, en fait, le Bitcoin, je crois qui a fait un ATH à 73 000. En réalité, il n'est pas vraiment à son ATH en termes de prix en prenant en compte l'inflation du dollar. Voilà, si je prends Cosmos, par exemple, il y a un an, on était à 2 milliards de capitalisation boursière, quasiment ce qu'on était 28 septembre. Mais par contre, le prix, il a presque... il est plus bas de 30%. Quoi. Parce que l'inflation annuelle de Cosmos, alors je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 15 ou 20%, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un petit peu baissé. Ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bon appétit, bon après-midi. Et puis à très bientôt. Et puis on retrouve, pour rappel, Vincent Ecoban. Vincent tous les matins sur la chaîne sur Cryptost Academy, directement sur la plateforme, avec une petite analyse tous les matins. Et puis Coban aussi sur de l'analyse plus fondamentale sur Cryptost Academy. Il pourra nous partager des bons plans sur Off the Grid et sur le token Gun de Gunzilla. Peut-être qu'il y a un petit coup à jouer là-dessus. On verra. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon appétit. Salut tout le monde. Salut à tous. Bonne fin de semaine. Salut. Ciao.